Je m'appelle Valérie. Ce soir-là au dîner, 20 ans après le départ de grand-mère pour son tour du monde, elle a posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux et a demandé « Ma chérie, pourquoi loues-tu toujours ce minuscule appartement à Saint-Ouen ? Qu'est-il arrivé au studio parisien que nous t'avons offert pour tes 18 ans ? Celui avec le petit balcon donnant sur le parc ? » Avant que je puisse ouvrir la bouche, maman a souri comme si c'était la chose la plus drôle du monde et a dit « Oh, cet appartement appartient à Maxime maintenant. » Papa a juste fixé son assiette. Maxime continuait de faire défiler son téléphone. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Grand-mère n'a pas scié. Elle a tamponné le coin de sa bouche avec sa serviette, puis a offert le sourire le plus petit et le plus calme que j'ai jamais vu. « Finissez vos assiettes, dit-elle doucement. Puis prenez vos manteaux. Nous allons faire un tour. Ouvrez cette porte ce soir et vous comprendrez enfin tout. » Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Depuis des mois, maman m'envoyait des SMS presque chaque semaine. Juste un virement de plus Valérie, Maxime est dans une impasse. J'envoyais toujours l'argent. Je pensais que j'étais toujours la propriétaire. Je n'avais aucune idée que le véritable choc m'attendait à 45 minutes de là, au 20e étage de la tour dans le 15e arrondissement que j'appelais autrefois la mienne. Si jamais votre famille vous a pris quelque chose qui était censé être à vous pour toujours, racontez votre histoire dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo ? Aimez et abonnez-vous pour ne pas rater ce qui s'est passé quand nous avons franchi cette porte. Vous n'êtes pas prêts pour ça. L'appartement avait toujours été à moi bien avant mes 18 ans. Grand-mère Élise avait acheté ce studio au 20e étage quand j'avais 16 ans. Elle s'était rendue à la signature avec son notaire, avait payé comptant avec la vente du vieil entrepôt de grand-père à Aubervilliers et avait mis l'acte de propriété directement à mon nom. Elle m'a dit plus tard que c'était le moyen le plus intelligent d'éviter les droits de succession le moment venu. Tout ce que je savais à l'époque, c'est que je possédais soudainement 48 mètres carrés de Paris avec un balcon assez grand pour 2 chaises et une vue parfaite sur la Seine. Mon 18e anniversaire n'a pas été le jour où j'ai eu l'endroit. C'était le jour où j'ai enfin eu les clés. Grand-mère a organisé une petite fête dans le salon vide. Des ballons blancs, un gâteau de supermarché et un jeu de clés en laiton flambant neuf sur un ruban rouge. Elle les a pressés dans ma main et a dit « C'est ton encre, Valérie. Peu importe où la vie t'entraîne, tu auras toujours un coin de cette ville qui n'appartient qu'à toi. » Puis elle m'a serré si fort que mes côtes ont craqué. 2 semaines plus tard, elle est partie. Elle avait une valise cabossée, un passeport tout neuf rempli de pages vierges et un sourire que je peux encore voir quand je ferme les yeux. Elle a embrassé mon front sur le perron de la maison de mes parents à Saint-Germain-en-Laye et a promis des cartes postales de chaque continent. La première est arrivée de Reykjavik 3 semaines après, une photo des aurores boréales avec son écriture au dos. Je m'amuse comme une folle. Tiens le fort, ma grande. J'ai emménagé dans le studio le mois même où j'ai commencé à travailler en freelance comme graphiste. Le trajet pour les réunions clients était dérisoire. 10 minutes en métro. Parfois, je traversais juste le pont à pied avec mon ordinateur portable dans mon sac à dos. J'ai acheté un bureau d'occasion qui s'adaptait parfaitement sous la fenêtre, accroché des guirlandes lumineuses le long du mur et rempli les étagères avec tous les livres de design que je pouvais me permettre. Des amis dormaient sur le canapé lit quand ils avaient besoin d'une nuit loin des résidences universitaires ou des mauvais colocataires. Je me sentais comme la fille de 18 ans la plus chanceuse de la planète. L'endroit était petit. C'est sûr. La cuisine contenait à peine un frigo et 2 plaques de cuisson. La porte de la salle de bain cognait le lit si on l'ouvrait trop vite, mais c'était à moi. Payé. Pas de crédit. Pas de propriétaire. Je gardais l'acte notarié dans une boîte ignifugée sous le lit comme si c'était de l'or. Les cartes postales de grand-mère continuaient d'arriver. Une du Machu Picchu la montrait avec un chapeau en alpaga ridicule. Une autre d'un marché de nuit à Bangkok avait une tache de sauce chili dans le coin. Elle ne demandait jamais rien sur le loyer ou les factures. Elle savait que les charges de copropriété étaient faibles et que je pouvais les couvrir avec 2 créations de logos par mois. Chaque carte se terminait de la même façon. Je t'aime plus grand que le ciel. Laisse la lumière du balcon allumée pour moi. Je le faisais.
Je laissais les petites guirlandes branchées 24h24 et 7J7, même quand j'étais absente le week-end. Depuis la rue, elle ressemblait à une étoile chaude au 20e étage. Je ne savais pas que cette lumière resterait allumée pour quelqu'un d'autre bien plus longtemps qu'elle ne l'était restée pour moi. Maxime est arrivé en ville l'année même où mes factures de freelance couvraient enfin mon loyer à Saint-Ouen sans panique. Il m'a appelé depuis la gare Saint-Lazare avec un sac de sport et une lettre d'acceptation en BTS qu'il n'avait jamais l'intention d'utiliser. Serette, les résidences sont hors de prix, dit-il, la voix pleine de ce charme de petit frère qu'il avait perfectionné depuis que nous étions enfants, partageant la balançoire du jardin. Laisse-moi juste squatter au studio pour le premier semestre. Je serai parti avant que tu ne t'en rendes compte. Je me souvenais encore de lui à 6 ans me suivant partout comme une ombre, me suppliant de lui apprendre à dessiner des super-héros dans l'allée avec de la craie. J'avais promis à maman le jour de sa naissance que je veillerais toujours sur lui. Dire oui ressemblait à tenir cette promesse. 3 mois, lui ai-je dit, ensuite tu trouves un logement étudiant. Il a emménagé ce week-end-là. Matelas gonflable sur le sol, console de jeu branchée à ma télé, pot de protéines envahissant le minuscule frigo. Je lui ai donné un double des clés et lui ai montré comment faire fonctionner la laverie capricieuse de l'immeuble au sous-sol. Il m'a serré si fort que mes pieds ont quitté le sol et a juré qu'il garderait l'endroit impeccable. Les premiers week-ends, tout semblait normal. Je prenais le RER depuis Saint-Ouen le samedi, j'enlevais les draps pour les locataires Airbnb, je réapprovisionnais les petits savons et je trouvais ses affaires soigneusement empilées dans un coin. Il laissait même parfois des billets de 20 € sur le comptoir avec un post-it. Pour l'essence, merci Val. Puis les mots ont cessé. Les cours sont devenus uniquement en ligne, puis plus rien du tout. Le matelas gonflable est devenu un vrai lit livré un après-midi alors que j'étais en rendez-vous client dans le Marais. Son installation de jeu a grossi de 3 écrans et d'un clavier lumineux qui éclairait le mur comme une boîte de nuit. Des amis que je n'avais jamais rencontrés ont commencé à dormir sur le canapé-lit en semaine. Je passais encore la plupart des dimanches pour préparer l'appartement pour la prochaine réservation. Le gardien me saluait comme toujours. L'ascenseur sentait toujours le citron et la lumière du balcon restait allumée. Maxime était affalé sur le canapé en jogging, criant devant des matchs de foot à la télé, me faisant un signe de la main quand j'entrais. « Et, t'es la meilleure sœur du monde, disait-il, levant à peine les yeux. Je le croyais. Mon propre travail a explosé cette année-là. Contrat de branding, nuit tardive dans les cafés, facture atteignant enfin 4 chiffres. Conduire dans Paris chaque week-end pour faire le ménage commençait à ressembler à une corvée, mais les 300 € supplémentaires par réservation aidaient à payer de meilleurs logiciels et une nouvelle tablette graphique. Je me disais que c'était temporaire. Les amis de Maxime se sont multipliés. Des canettes de bière vides sont apparues dans le recyclage. Le frigo s'est rempli de boîtes à emporter au lieu des courses que je laissais d'habitude. Une fois, j'ai trouvé le talon pailleté d'une fille sous le lit en passant l'aspirateur et j'en ai juste ri. Phase étudiante, non? Maman appelait toutes les 2 semaines pour demander comment son bébé s'installait. Je disais bien, il garde l'endroit assez propre. Elle riait et me disait que j'étais une si bonne grande sœur. Papa ne posait jamais de questions. Il envoyait juste des virements aléatoires intitulés Argent Pizza pour les enfants. Je gardais les annonces Airbnb actives car l'argent lissait les mois creux. Les invités laissaient des avis 5 étoiles sur la vue et l'ambiance chaleureuse. Ils ne mentionnaient jamais les manettes de console ou la légère odeur d'herbe qui commençait à persister peu importe combien de bougies je brûlais. Maxime a changé le mot de passe du Wi-Fi une fois et a oublié de me le dire jusqu'à ce qu'un invité se plaigne. Une autre fois, le syndic m'a envoyé un SMS pour des plaintes de bruit à 2 h du matin. J'ai tout géré depuis Saint-Ouen, je lui ai viré un supplément pour les charges et je me suis rappelé qu'il ne restait que quelques mois. Il n'est jamais parti. Au moment où j'ai réalisé que l'accord de 3 mois s'était discrètement transformé en 3 ans, l'appartement ne ressemblait plus au mien le week-end. J'avais l'impression d'être celle qui visitait. Un samedi soir, j'ai conduit jusqu'à Paris pour préparer le studio pour une réservation d'entreprise d'1 semaine. Je suis entrée avec le double des clés que le gardien garde pour moi et je me suis arrêtée net dans l'entrée. Mes manteaux d'hiver avaient disparu du placard du hall.
Les étagères intégrées qui contenaient mes vieux portfolios et mes prix de design affichaient maintenant la collection de baskets de Maxime en rangée soignée. Le tiroir où je gardais le linge de rechange était bourré de ses sweats à capuche à la place. Il est sorti de la salle de bain en boxé en se frottant les yeux. Oh, salut. Maman a dit que c'était cool d'utiliser l'espace supplémentaire. J'ai ouvert le placard de la chambre, vide. Pas un cintre avec mes vêtements. Juste ses jeans et ses maillots prenant chaque centimètre. Où sont mes affaires? Maman est passée le mois dernier et les a mises en carton, marmonna-t-il. Elle a dit que tu ne portais plus rien de tout ça, et j'avais besoin de place pour mon matos. Je suis restée là, fixant la tringle nue où mes robes avaient l'habitude de pendre. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac, mais je l'ai avalé. Il était toujours mon petit frère. Cette même semaine, les SMS de maman ont commencé. Maxime a perdu son petit boulot. Peux-tu le dépanner? 800 € jusqu'à la prochaine paie. La voiture de Maxime a été emmenée à la fourrière, 450 € pour la sortir s'il te plaît. La facture de téléphone de Maxime est en retard, ils vont couper la ligne, juste pour cette fois. Chaque fois que je demandais pourquoi il ne pouvait pas couvrir ça lui-même, la réponse était la même. Pas de chance sur quelques jeux, il me rembourserait le double quand les paris passeraient. Je virais l'argent parce que maman finissait toujours les messages par « Il essaie vraiment, ma chérie. Ne l'abandonne pas. » Je croyais toujours que je possédais l'appartement, alors je me disais que je protégeais mon propre bien en gardant les factures payées et le frigo rempli. J'ai continué à envoyer l'argent. Puis les relevés de copropriété ont commencé à atterrir dans ma vieille boîte mail, celle que j'avais donnée au syndic il y a des années. Les charges avaient bondi de 4 cents à presque 1100 € par mois. Appel de fonds exceptionnel pour une nouvelle toiture, de nouveaux ascenseurs, un nouveau marbre dans le hall. J'ai transféré les PDF à maman. Ne t'inquiète pas pour ça, a-t-elle répondu en quelques minutes. Je vais gérer ça avec le conseil syndical. Tu es tellement occupé par le travail. J'ai laissé tomber. Les délais me bouffaient. 3 startups avaient besoin de packages complets de marques en même temps. Plus facile de la laisser gérer les drames de l'immeuble. Un autre samedi, un autre voyage de nettoyage. Le frigo ne contenait rien d'autre que des boissons énergisantes et des ailes de poulet à moitié mangées. Ma cafetière avait disparu, remplacée par un terminal de paris rouge lumineux branché sur la prise murale, l'écran figé sur un pari combiné qui n'avait apparemment pas marché. Maxime dormait sur le canapé, le téléphone toujours à la main. L'application Winamax ouverte sur un solde négatif de 12 000 €. J'ai pris des photos du désordre pour la première fois, je les ai envoyées à maman. Sa réponse est arrivée vite. Il traverse une mauvaise passe. Supprime ça. Tu sais à quel point les gens peuvent juger. Je les ai supprimés. L'hiver est arrivé. J'ai viré encore 2000 € quand maman a dit que le chauffage avait été coupé pour non-paiement. Le printemps est venu, encore 1500 € parce que Maxime a presque un système qui marche. Chaque virement faisait un peu plus mal, mais j'avais toujours l'acte de propriété dans ma boîte ignifugée à Saint-Ouen. Le papier ne ment pas. Un matin d'août, le bureau de gestion m'a appelé directement, chose qu'ils n'avaient jamais faite. Ils avaient besoin d'une signature sur un dossier de refinancement où le compte deviendrait débiteur. Je leur ai dit que je n'avais demandé aucun refinancement. La femme au bout du fil semblait confuse. Mais Monsieur Brox a tout soumis le mois dernier. Nous avons juste besoin que la copropriétaire signe. Ma bouche est devenue sèche. Il n'y a pas de copropriétaire. Envoyez-moi les documents. Elle a promis de les envoyer par mail. Rien n'est jamais arrivé. J'ai appelé maman à la place. Elle a décroché à la première sonnerie, la voix trop enjouée. Oh, ma chérie, ce n'est rien. Maxime avait juste besoin d'un petit prêt sur la valeur du bien. Ton père s'est porté caution. On remboursera ça en un rien de temps. Valeur du bien? Quelle valeur? L'appartement avait toujours été libre de tout crédit. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au registre foncier de la ville pour la première fois depuis des années, et j'ai tapé l'adresse avec des doigts tremblants. Propriétaire enregistré, Maxime Édouard Brox. Date des faits, 14 mois plus tôt.
J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Mon nom avait disparu. Et puis grand-mère est revenue dans nos vies. Le week-end même où j'ai remarqué que les charges étaient prélevées sur un compte que je n'avais jamais ouvert. Elle s'est présentée chez mes parents à Saint-Germain-en-Laye un vendredi soir, bronzée, les cheveux argentés coupés courts, traînant une valise cabossée de la même manière qu'elle l'avait fait 20 ans plus tôt. Elle m'a serré si fort que j'ai senti l'odeur de l'air salin et de la crème solaire sur sa peau. Le dîner était déjà sur la table, poulet rôti, purée, l'habituel. Nous avons fait la conversation sur la Patagonie et le Vietnam jusqu'à ce que les assiettes soient presque propres. C'est là qu'elle a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. Ma chérie, pourquoi loues-tu toujours à Saint-Ouen? Qu'est-il arrivé au studio que nous avons mis à ton nom? Celui avec le petit balcon face au parc? Maman a ri trop vite. Oh, l'appartement appartient à Maxime maintenant. Nous avons tout transféré pour qu'il ait de la stabilité. Papa continuait de manger, les yeux sur sa nourriture. Maxime a souri en coin à son téléphone. Grand-mère n'a pas élevé la voix. Elle a juste souri, le sourire le plus calme et le plus froid que j'ai jamais vu, et a dit « Finissez votre dîner, tout le monde. Puis prenez vos manteaux. Nous allons faire un tour. » Personne n'a discuté. 45 minutes plus tard, son SUV de location s'arrêtait devant mon immeuble dans le 15e. Le gardien a écarquillé les yeux quand il l'a vu, puis nous a laissé monter directement. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 20e. Grand-mère avait déjà la clé à la main. Elle avait dû garder un double toutes ces années. Elle a tourné la serrure et a poussé la porte en grand. Maxime était affalé sur le canapé en short de basket. 3 amis autour de lui, des canettes de bière et des boîtes à emporter partout. Les murs avaient de nouvelles éraflures et des taches d'eau fleurissaient près du plafond. Mes guirlandes lumineuses avaient disparu. Une télé de 60 pouces était accrochée là où mon bureau se trouvait. La pièce sentait la vieille pizza et l'herbe. Il s'est redressé d'un coup. Grand-mère, c'est quoi ce bordel? Elle est entrée, ses talons claquant sur le parquet, et a laissé tomber un dossier épais sur la table basse. Des photocopies se sont étalées comme des cartes à jouer. L'acte falsifié, la signature notariée qui n'était pas la mienne, 2 pages de relevés bancaires montrant 2 refinancements et une ligne de crédit totalisant 620 000 €. Chaque père Dieu s'est tourné vers les papiers, puis vers maman et papa debout, figés dans l'encadrement de la porte. La voix de grand-mère est restée calme, presque douce. Expliquez. Maman a commencé à bégayer à propos d'aider Maxime à se mettre sur pied, à propos des taux d'intérêt et du soutien familial. Papa a marmonné quelque chose sur la protection du patrimoine pour la prochaine génération. Maxime fixait juste le sol. Grand-mère s'est tournée vers moi, le regard perçant. As-tu signé quoi que ce soit de tout ça? J'ai secoué la tête. Ma gorge ne fonctionnait plus. Elle a hoché la tête une fois, puis a regardé mes parents. Vous avez mis la propriété de ma petite fille à son nom sans son consentement. Vous l'avez laissé l'hypothéquer 2 fois. Et toi, elle a pointé Maxime, tu as transformé la maison que je lui ai donnée en repère de bookmaker. Silence. Même les amis de Maxime ont arrêté de respirer. Grand-mère a ramassé son dossier, l'a coincé sous son bras. Fais un sac pour la nuit, Valérie, m'a-t-elle dit. Tu dors chez moi ce soir. Le reste d'entre vous peut rester ici et réfléchir à ce qui va se passer ensuite. Elle est sortie la première. J'ai suivi, les jambes tremblantes derrière nous. Maman a finalement retrouvé sa voix. Élise, tu réagis de manière excessive. Grand-mère n'a pas ralenti le pas. Non, Diane. Je ne fais que commencer. Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur leur visage. Le lendemain matin, grand-mère m'a envoyé par SMS l'adresse d'un petit café 2 rues au sud du parc. Je suis entrée et je l'ai repéré à une table d'angle avec une femme au regard vif en blazer bleu marine. Grand-mère s'est levée, m'a serré dans une autre étreinte, puis a désigné le siège en face d'elle. Valérie, voici ma sœur, tante Claire. Elle a passé 40 ans à gérer le droit immobilier parisien avant de prendre sa retraite sur la Côte d'Azur. Je l'ai appelée le jour où j'ai reçu la première lettre de la banque. Tante Claire m'a serré la main fermement, a fait glisser un dossier accordéon épais sur la table et est passée directement aux affaires.
La première chose qu'elle a dite, en ouvrant sur une page surlignée du service de publicité foncière, voici le transfert d'acte enregistré quand Maxime a eu 21 ans. Ta signature est à la page 3. Regarde bien. Elle a posé ma vieille photo de permis de conduire à côté du document. Les boucles sur le V étaient fausses. La queue sur le Y était trop longue. J'ai senti le sang quitter mon visage. Falsifié, a déclaré tante Claire. Et le notaire qui l'a tamponné, Henri Garnier. Lui et ton père jouent au golf ensemble tous les dimanches au country club. Un conflit d'intérêts gros comme une maison. Grand-mère m'a versé du café pendant que Claire continuait de tourner les pages. Après le faux acte, tes parents ont co-signé 2 prêts contre la propriété. Le premier était un refinancement cash de 380 000 € conclu il y a 18 mois. Le second était une ligne de crédit sur valeur domiciliaire. 240 000 € tirés par tranche au cours de la dernière année. Tous les fonds sont allés directement sur les comptes de courtage de Maxime. Les relevés bancaires montrent des transferts vers Winamax, BetClick et 3 bookmakers offshore. Elle a tapoté un avis souligné en rouge. Solde actuel du 622 419 €. Le prêteur a déposé un avis de défaut de paiement il y a 61 jours. La vente aux enchères par saisie est prévue dans 59 jours à moins que le montant total ne soit payé. J'ai fixé les chiffres jusqu'à ce qu'ils dansent. Grand-mère s'est penchée et a fermé le dossier. J'ai tout transféré à Claire au moment où ce premier avis de retard a atterri à ma vieille adresse postale à Aubervilliers. Je suis au téléphone avec elle presque quotidiennement depuis que j'ai atterri à Roissy. On ne devine pas ici, ma chérie. On sait exactement ce qu'ils ont fait. Tante Claire s'est penchée, la voix basse mais ferme. La bonne nouvelle, les actes falsifiés sont nuls dès leur enregistrement. La loi française est claire là-dessus. Nous déposons une action en nullité pour annuler le transfert frauduleux, puis une plainte pour faux et usage de faux contre le notaire et quiconque a sciemment participé. Les privilèges de la banque sont attachés au nom de Maxime, pas au tien. Une fois l'acte annulé, tes parents sont personnellement responsables car ils ont signé comme caution. Elle a sorti un bloc-notes déjà couvert d'une écriture soignée. J'ai rédigé les plaintes. Nous pouvons déposer ça électroniquement lundi matin. La procédure de découverte les obligera à remettre chaque relevé bancaire, chaque SMS, chaque virement Lydia. Ils se noieront sous la paperasse avant même de voir un tribunal. Grand-mère a pressé ma main. J'ai gardé chaque document original dans un coffre-fort à Zurich. L'acte de 2005 avec seulement ton nom, la lettre de donation, le relevé de clôture montrant l'achat comptant. Rien de ce qu'ils ont déposé ne peut tenir face à ça. J'ai enfin retrouvé ma voix. Combien tout cela va-t-il coûter ? Claire a balayé la question de la main. Pro bono pour la famille. Je n'ai jamais aimé la façon dont Diane les couvrait de toute façon. Considère ça comme mon cadeau de bienvenue pour ma nièce préférée. Grand-mère a souri pour la première fois depuis la veille au soir. Nous reprenons ta maison, Valérie, et nous le faisons de la bonne manière par les tribunaux pour que personne ne puisse plus jamais y toucher. J'ai regardé par la fenêtre du café les joggeurs faisant le tour du parc, la vapeur s'élevant de mon café intouché. Pour la première fois depuis des années, le nœud dans ma poitrine a commencé à se desserrer. J'ai engagé ma propre avocate spécialisée en litige cette même semaine, une requin nommée Maître Laura Petit qui se spécialisait dans la fraude immobilière. Nous avons déposé 2 plaintes le lundi suivant au tribunal judiciaire de Paris, une action en revendication de propriété pour annuler l'acte frauduleux et une action civile distincte pour fraude nommant Maxime, les 2 parents et le notaire véreux comme défendeurs. Tante Claire est restée comme conseillère. Laura a géré le tribunal. Le harcèlement a commencé immédiatement. Maman a laissé 16 messages vocaux le premier jour, la voix craquant entre larmes et rage. Tu détruis l'avenir de ton frère. Si tu vas jusqu'au bout, nous perdrons la maison à Saint-Germain. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille ? Papa a envoyé de longs SMS disant que les liens du sang étaient plus forts que les titres de propriété. Maxime alternait entre supplications et menaces. Je te rembourserai toute une fois que mon système marchera, je le jure. Laisse tomber le procès ou tu ne nous reverras plus jamais. J'ai arrêté de répondre et j'ai bloqué leurs numéros un par un. Grand-mère a changé de téléphone aussi, juste au cas où.
L'instruction a traîné pendant 11 mois brutaux. Laura a assigné chaque relevé bancaire, chaque relevé de paris sportif, chaque fil de discussion. La trace papier était dévastatrice. Des captures d'écran de maman virant 30 000 € à Maxime le lendemain de la clôture d'un refinancement. Papa envoyant par mail au notaire une copie scannée de ma vieille signature pour référence. Maxime se vantant dans des conversations de groupe de l'argent gratuit venant de l'appart de sa grande sœur. L'expert en graphologie que nous avons engagé a témoigné pendant 3 jours. Sous contre-interrogatoire, il a démontré 27 différences distinctes entre ma vraie signature et la falsification. La juge a littéralement secoué la tête en direction de la table de la défense. Henri Garnier, le notaire copain de golf, a accepté un plaidoyer pour éviter la prison et a rendu sa charge définitivement. Maman a pleuré sur les marches du palais de justice quand les caméras des infos l'ont filmé. Maxime a refusé de transiger. Il s'est présenté à chaque audience dans le même sweat à capuche froissée, convaincu jusqu'à la dernière minute que la loyauté familiale le sauverait. Ce ne fut pas le cas. Un jeudi pluvieux, la juge a frappé avec son marteau et a lu le jugement. La plaignante Valérie Brox est par la présente déclarée seule et légitime propriétaire des lieux. L'acte de 2019 prétendant transférer le titre au défendeur Maxime Brox est déclaré nul ab initio pour cause de faux. Toutes les hypothèques, privilèges et charges enregistrés contre l'acte frauduleux sont éteints à l'encontre du titre de la plaignante. Les défendeurs Diane et Richard Brox restent personnellement responsables envers le prêteur en vertu de leur garantie. Il est ordonné au défendeur Maxime Brox de quitter les lieux dans les 30 jours civils sous peine d'expulsion forcée par huissier. La salle d'audience était silencieuse à l'exception des sanglots étouffés de maman. Laura s'est tournée vers moi avec le plus petit sourire professionnel. Félicitations, vous venez de récupérer votre maison. Grand-mère a serré mon épaule si fort que j'ai senti ses bagues s'enfoncer. Tante Claire a fait un unique signe de tête satisfait. Maxime est sorti en trombe sans regarder personne. Maman a essayé de me suivre dans le couloir, les bras tendus, le mascara coulant. Valérie, s'il te plaît. La sécurité l'a escortée dehors. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans ma location à Saint-Ouen, l'acte sur mes genoux, le vrai, celui que grand-mère avait protégé à travers 3 continents, et je me suis laissée pleurer pour la première fois depuis que tout ce cauchemar avait commencé. Je suis retournée dans l'appartement, tenant la clé que l'huissier venait de me remettre. Maxime s'était volatilisé quelque temps avant l'aube du 29e jour, ne prenant qu'un sac de sport et ses écrans de jeu. L'endroit ressemblait à un bar des sports frappé par une tornade. Bouteilles vides, brûlure de cigarettes sur le parquet. Un écran plat fissuré encore vissé de travers sur mon mur. J'ai ouvert toutes les fenêtres, laissé l'air d'octobre balayer l'intérieur et commencé à jeter des sacs poubelles noirs dans le vide-ordures. Les entrepreneurs sont venus la semaine suivante. Nouveau sol, peinture fraîche, ce gris doux exact que j'avais toujours voulu. Une cuisine refaite avec des comptoirs en quartz et les 2 plaques de cuisson que j'utilisais réellement. J'ai accroché de nouvelles guirlandes lumineuses, plus brillantes, et acheté 2 chaises simples en teck pour le balcon. L'acte est allé dans un nouveau coffre-fort ignifugé boulonné à l'intérieur du placard. Cette fois, 3 semaines après l'expulsion, la banque a saisi la maison de mes parents à Saint-Germain. Ils avaient ignoré chaque lettre de mise en demeure, refusé de refinancer et regardé la vente aux enchères se dérouler depuis le trottoir. Maman a envoyé un dernier mail d'une adresse Gmail que je ne reconnaissais pas, nous n'avons nulle part où aller. Je l'ai laissé en vue et j'ai bloqué ça aussi. Maxime a squatté des canapés pendant des mois, puis a emménagé dans un sous-sol sans fenêtre à Aubervilliers avec 3 autres gars qui passaient leur nuit sur les mêmes applications de Paris. Je le sais parce qu'un ami commun l'a mentionné une fois. J'ai changé de sujet. J'ai tout changé d'autre aussi. Nouveau numéro de téléphone, nouvelle serrure à code. Seule grand-mère et tante Claire l'ont. Nouveau service de réexpédition du courrier. Donc rien ne va plus jamais à l'ancienne adresse familiale. J'ai continué le design, pris de plus gros clients. J'ai finalement augmenté mes tarifs sans m'excuser. Le studio est devenu l'espace calme et lumineux dont j'avais rêvé à 18 ans. Un soir clair de novembre, j'ai apporté un verre de vin sur le balcon, je me suis assise dans l'une des chaises en teck et j'ai regardé à travers le parc alors que la ligne d'horizon devenait dorée. Les arbres étaient nus,
La scène reflétait la dernière lumière, et pour la première fois en presque 20 ans, l'appartement semblait complètement, indéniablement le mien. J'ai pensé à chaque euro que j'avais envoyé, chaque excuse que j'avais avalée, chaque limite que j'avais refusé de tracer. J'ai pensé à la petite fille qui avait un jour promis de prendre soin de son frère pour toujours et à la femme qui comprenait enfin que l'amour sans limite est juste un autre mot pour la complaisance. La gentillesse illimitée ne sauve personne. Elle leur apprend seulement combien ils peuvent prendre. C'est le vrai cadeau que grand-mère m'a fait. Pas le studio lui-même, mais la leçon qui est venue emballer dans la trahison et payée en frais de justice. Votre paix n'est pas négociable. Votre propriété n'est pas communautaire. Et la famille qui vous traite comme un distributeur automatique quand les temps sont bons vous traitera comme un ennemi au moment où vous fermerez le coffre. Je reçois toujours des cartes postales de grand-mère, de nouvelles maintenant, d'endroits qu'elle revisite avec tante Claire. Elles finissent toujours de la même façon. Je t'aime plus grand que le ciel. Laisse la lumière du balcon allumée. Je le fais, seulement maintenant, elle brille pour moi.